Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvel épisode aujourd'hui, nouvel épisode dans mon nouveau bureau. Donc peut-être que la voix n'est pas tout à fait la même, peut-être que ça résonne un peu moins. Donc ça sera peut-être un petit peu plus agréable pour vous à l'oreille. Mais bon, bref, on va parler de prise de ventre à 40 ans, du sommeil, de la créatine et de pourquoi tu crèves de faim même en mangeant sainement. Donc ce sont des thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc alors sachez une chose là, c'est que je publie, assez fréquemment des recettes sur le site, hein. Donc mon site www.fitnesssmith.fr, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, ils savent même pas que j'ai un site internet, enfin ils écoutent juste le podcast comme ça, mais j'ai un très gros site qui tourne depuis, très longtemps. Pour ceux qui sont un peu, nostalgiques des sites web, moi je suis pro site web parce que déjà j'en consulte beaucoup et 2 j'en ai un donc je vais pas me tirer une balle dans le pied non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que pour des recettes et tout, moi je préfère aller sur un site que de regarder sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, j'ai mis tout un tas de recettes à jour, non seulement à jour, mais aussi des nouvelles recettes, notamment mon poulet au beurre de cacahuète que j'ai publié hier, hein, que vous avez pu voir. Donc allez voir, tout est gratuit au niveau des recettes, il y a pas de problème. Et en général, je vous mets des indications si vous êtes en sèche ou en prise de masse pour pouvoir justement pas les adapter, mais comment les inclure dans votre quotidien. Alors, est-ce que tu sais pourquoi tu crèves de faim, même en mangeant sainement? En fait, ça peut s'expliquer à cause de la vitamine B1. Alors, la vitamine B1, c'est pas quelque chose de nocif, hein, attention, je suis pas en train de vouloir faire un sujet buzz, sur le thème de la vitamine B1, mais alors qu'on appelle aussi thiamine, hein. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait vraiment comprendre sur cette fameuse vitamine et notamment, pourquoi même un petit déficit en vitamine B1 peut ralentir la perte de graisse et la sèche. Le lien entre le manque d'énergie cérébrale et les envies de sucre irrépressibles. Bon, il y a également comment la B1 agit sur l'AMPK, l'enzyme qui régule la faim dans le cerveau. Quels aliments riches en B1 consommer dès aujourd'hui? Pourquoi toi, sportif ou jeûneur ou je sais pas quoi, tu es peut-être à risque sans le savoir parce que justement, tu as des pratiques d'autodéplétion de la B1, si je pourrais dire les choses comme ça. Et en fait, un peu le serpent qui se mord la queue parce que plus on voudrait consommer d'aliments riches en B1 ou supposés riches en B1, plus le besoin en B1 va augmenter. Ce qui peut paraître paradoxal, mais ce qui s'explique tout à fait au niveau scientifique et je vous l'explique. Donc si ça vous intéresse, vous avez tout l'audio en MP3, le résumé en PDF, vous avez tout. Et cliquez sur le lien là qui se trouve dans la description et vous y accéderez. Voilà, c'est pour le club VIP. Et donc voilà. Bon, premier sujet du podcast, stopper la bedaine de la quarantaine. Alors, c'est le 7 juin que le site drugs.com résume les conseils de plusieurs études entre 2024 et 2025 pour contrer la prise de poids typique entre 30 et 45 ans.
Alors, eux, ils parlent d'intermittent fasting, donc le jeûne intermittent, la musculation bi-hebdomadaire, donc de faire 2 fois de la muscu dans la semaine, et de 7 heures de sommeil par nuit qui composent le trio gagnant contre la prise de poids progressive. Alors les spécialistes rappellent qu'un simple déficit de 250 kilocalories par jour évite 2 kilos pris par an. Alors, il y en a qui sont en train de se dire: «Oui, mais 250 calories par jour, ça veut rien dire». Alors ça veut pas rien dire parce que, heu, je comprends l'idée, hein, quand on dit: «Ça veut rien dire», parce qu'on se dit: «Oui, mais si on a un total calorique de maintien à 2 500, c'est pas pareil que si on doit se maintenir avec 1 700» en termes de ratio. Donc on préfère dire aujourd'hui, on baisse de 10-15-20 l'apport calorique, ce qui est plus, raisonnable pour les en fait, c'est pour les extrêmes. Pourquoi? Parce que si vous êtes à l'extrême bas, donc c'est-à-dire que vous avez un IMC en dessous de je sais plus combien, 18-19, donc en fait à risque, eh bien, de descendre de 250 calories, ça peut être beaucoup. Alors que si, on vous dit, 10 ou 15, ça peut être, peu. Bon, si vous êtes de toute façon à risque, d'anorexie ou en sous-poids, vous avez enfin, il faut pas baisser encore les calories, hein. Mais par contre, si vous êtes aussi en surpoids, donc par exemple, vous avez des poids de corps, dépassant les 150 kilos ou enfin vraiment vous avez une forte adiposité, un fort surpoids, bah, 250 calories en moins sur la journée par rapport à ce que vous consommez en ce moment, ce qui vous a conduit à être en surpoids, admettons, et ben, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça, pour les extrêmes, les pourcentages sont parfois plus intéressants. Mais pour une personne dans la moyenne, donc dans la moyenne, ça veut dire quoi? Qui a IMC, quasi acceptable, qui a juste envie de s'affûter un peu, et c'est vrai que les 250 calories sont plus parlants. Et en fait, cette règle des 250-300 calories, a été beaucoup utilisée dans le monde de la musculation, quand la musculation était un domaine un peu de niche réservé à des gens qui étaient intéressés, qui faisaient de la recherche, pour comprendre et tout. Aujourd'hui, en fait, le monde de la musculation est devenu ultra populaire. Ce qui veut dire que et j'en ai parlé avec, des coachs et tout, que les niveaux d'entrée ou les questions qu'on peut recevoir sont des questions qui sont, d'un niveau ultra débutant. Et donc forcément, ce qui veut dire ultra débutant, bah, parfois ce sont des gens qui sont en fort sous ou en fort surpoids. C'est pas des gens qui sont, déjà, soit à l'équilibre, soit en stagnation suite à une pratique X ou Y de muscu, enfin bon, vous avez compris quoi. Et donc pourquoi j'en reviens à expliquer ça? Et ben, moi ça me fait toujours sourire, mais je vais vous le dire quand même. Quand des choses comme le jeûne intermittent, la 2 séances de musculation par semaine et 7 heures de sommeil par nuit, se mettent à fonctionner pour pas prendre de poids, c'est vraiment qu'on fait pas grand-chose, hein. Quand je dis qu'on fait pas grand-chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment un mode de vie entre guillemets «un peu pourri». Parce que je pense que vous et moi, si on se met à pratiquer ça, il se passera rien. Moi, je sais très bien que si je fais plus que 2 séances de musculation par semaine, je vais fondre. Enfin, je vais alors ça va pas se voir tout de suite, mais au fur et à mesure des mois, je vais perdre de la masse musculaire tout simplement. Je vais pas brûler autant de calories qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'en brûle pas mal avec, la pratique que j'ai, le travail debout maintenant, enfin debout, c'est pas un travail physique, hein, mais le fait de travailler debout et puis, le jeûne intermittent à la limite ça pourquoi pas? Parce que le jeûne intermittent, je peux comprendre, hein, ceux qui le critiquent, parce qu'ils sont du monde de la muscu, pour eux jeûner, c'est pas normal. Sauf que en fait, ils attaquent le jeûne intermittent populaire, c'est-à-dire le jeûne intermittent où on saute le petit déjeuner. Mais les études montrent que si on jeûne plutôt, on avance, enfin ça je vous le dis depuis des années, dans les cours sur le club VIP, si vous êtes plutôt du jeûne intermittent du soir, ça fonctionne bien. C'est-à-dire en gros que vous allongez le moment entre le dernier repas du soir et le petit déjeuner du matin. Et d'ailleurs, il y avait des études, là récentes, hein, que j'ai vues, je crois que je les ai lues fin de semaine dernière, où ils comparaient, une alternance de 12 heures de jeûne, 12 heures de repas. Donc en gros, vous couchez à 8 heures, vous vous levez à 8 heures et vous mangez pas. Et enfin vous couchez entre 20 heures et 8 heures du matin, vous mangez pas, ce qui est assez raisonnable, hein, et après le reste du temps vous mangez. Et ben ils ont comparé ça avec un jeûne sur 14 heures sans manger
et 10 heures en mangeant, donc qui est un peu plus lax, un peu plus souple que le jeûne 16-8, et ben, il y avait des avantages. Donc on peut aussi moi je pense que la base, c'est d'essayer de pas manger de pas manger pendant 12 heures par jour, enfin par, tranche de 24 heures. Ça peut être une première base. Et pas besoin aussi de parce qu'il y en a qui pensent que la magie vient du fait de ne pas manger du tout, de rester longtemps. Alors certes, il y a des sécrétions, hein. Il y a des sécrétions hormonales, il y a également, peut-être une meilleure flexibilité métabolique à moyen terme, c'est-à-dire une meilleure utilisation des graisses de réserve, où on va osciller entre utilisation des graisses de réserve, les cétones et puis quand on mange, le glucose et tout quoi, enfin les glucides, enfin les nutriments qu'on va consommer. Et donc cette flexibilité, elle existe quand on fait le jeûne intermittent. Mais c'est pas le fait de sauter le petit déjeuner et de rester 16 heures sans manger. C'est de réussir à bien l'idéal, hein, c'est de réussir à bien calibrer, son jeûne intermittent, c'est-à-dire de comprendre l'intégralité au niveau physiologique de comment ça fonctionne. Parce que se gaver en fin de journée avant d'aller se coucher, c'est antiphysiologique ça. Alors je sais qu'il y en a toujours qui se disent: «Oui mais avant, les gens chassaient, et puis ils mangeaient leur repas le soir, ils allaient se coucher». Je sais pas, moi j'étais pas dans les grottes avec eux et je sais pas s'ils faisaient un gueuleton pas possible le soir, j'en sais rien. Peut-être qu'ils le faisaient le midi, hein. Ils allaient chasser le matin, ils mangeaient le midi et l'après-midi, je sais pas, ils faisaient autre chose. Ils construisaient des abris, j'en sais rien. Je sais pas, j'étais pas avec eux, j'avais pas leur planning, leur Google Agenda, donc je peux pas savoir. Mais en règle générale, les gens se défendent avec ça, en disant que c'était comme ça que ça fonctionnait. J'en sais rien. En tout cas, au niveau physiologique, les études le montrent. Allez voir ma vidéo YouTube sur le sujet, sortie il y a 15 jours dans la question fit, hein, heu, où j'explique toutes les raisons pour lesquelles manger plein de glucides en fin de journée ou plein même trop de calories en fin de journée, c'est pas une bonne idée, quoi. Contrairement à toutes les belles paroles Instagram, et parfois même de malheureusement de gens qui sont diplômés, hein, je le sais parce que pour en parler avec ma femme qui est diététicienne, elle m'expliquait, elle me disait: «Mais nous, on nous apprend pas du tout, on pousse pas aussi loin tout ça, quoi». Il y a des choses, hein, sur la biochimie, tout ça, mais tout ce qui est très moderne sur, par exemple, les rythmes, au niveau des hormones et tout ça sur la journée, l'impact de tel ou tel nutriment sur la journée, ça, c'est pas abordé. Mais en même temps, je comprends. Je comprends puisque nous, on est exigeants. Quand on pratique la muscu ou le sport ou qu'on a envie de prendre soin de soi, de la longévité et tout, on a une certaine exigence qu'on est prêt à s'appliquer. Donc l'exigence qu'on demande d'un contenu, d'un article, d'un bouquin et tout, on est aussi exigeant envers nous-mêmes quand on va se l'appliquer. Enfin pas toujours, hein. Je dis ça parce que des fois, il y a des gens, ils ont une connaissance ultra pointue, mais alors quand je reçois la photo, pour voir où ils en sont, parce que quand, je lis les messages, je me dis: «Bon, le gars, il est limite, champion, bodybuilding, c'est pas possible, quoi» et en fait, je reçois la photo, je me dis: «Mais comment c'est possible d'avoir autant de connaissances et de points de vue et aussi peu de de mise en pratique, quoi?» et ça, on en avait déjà parlé, mais il y a une espèce de course à l'info miracle, à l'info qui fera toute la différence et en attendant, les gens se lancent pas. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. J'en reviens à mon thème de la nutrition, de la diététique et tout. Nous, on est ultra exigeants alors que globalement, les professionnels de santé, dans le monde de la diététique ne vont pas voir des gens comme nous. Ils vont voir des gens qui pensent que de manger de tout, ce qu'on voit à la publicité et tout, c'est manger sainement et que des maladies métaboliques ou autres, viendraient, 100 du hasard ou de l'hérédité, mais pas du tout, de leur mode de vie. Donc forcément, il y a déjà en fait, la première marche de l'escalier, c'est d'apprendre à ces gens à équilibrer leur diététique, à savoir ce qu'est par exemple une protéine, un glucide, un féculent, des fruits, des légumes, tout ça. D'essayer de cartographier un petit peu, la diététique, humaine, on va dire. Et puis après de leur dire: «Ben voilà, si vous avez un tel ou tel objectif, ce serait mieux de manger ça que ça». Mais si vous commencez à leur dire: «Alors évitez ça le soir et plutôt ça le matin», les gens vous les revoyez pas, quoi. Par contre, ils vont être fortement séduits par quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux ou autres, vous dira: «Vous pouvez manger de tout, des yaourts de soja ultra transformés, du pain blanc, sans problème». Sauf qu'à manger de tout, on sait bien où ça mène, hein. Parce que manger de tout, c'est toujours la même chose. Parce que de tout, il y en a beaucoup des choses, hein.
Et quand, vous dites à quelqu'un: «Le truc, c'est de varier», bah, il va manger un peu de poisson pané, un peu de frites, un peu de pain, un peu de gâteau, un peu de cordon bleu. Ah oui, mais il s'est pas surchargé d'un seul aliment, il a varié. Et la problématique, c'est que le discours aujourd'hui, c'est de vous priver de rien. C'est-à-dire n'évitez rien, aucune éviction. Ah oui, mais aucune éviction. Ils sont bien mignons. Mais à un moment donné, faut évixer. Ça veut rien dire, mais faut disons qu'on n'est pas obligé de manger ces saloperies. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour l'être humain, c'est fait par des laboratoires, c'est fait par, c'est pas fait pour l'être humain. Si, bien sûr que c'est fait pour l'être humain, sinon on en crèverait à peine on en mangerait. Ça met un certain temps avant qu'on en crève, mais c'est on pourrait en manger, on peut en manger sans trop de problèmes, au jour le jour. Mais la problématique, c'est de faire croire aux gens que le problème vient d'eux. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'aliment qu'ils consomment, mais que le problème, c'est le hasard qui les a sélectionnés pour être en surpoids. Il y a toujours un phénomène génétique et tout ça, mais on a une énorme responsabilité dans notre état de santé, hein, et peu importe les gènes qu'on a eus à la base, hein. Moi, je vous le dis à chaque fois, mais les la distribution génétique de base que j'ai pu recevoir, bah, c'est du gras du bide, c'est un visage bien boursouflé, c'est un niveau d'énergie pas super débordant. Donc j'avais pas, tiré, qu'un flush royal, quoi, hein. J'étais plutôt, sur un mauvais jeu, quoi, en démarrant. Et bon, ouais, qu'est-ce qui a fait la différence? Bah, c'est pas, du jour au lendemain, le hasard a changé la donne. C'est du jour au lendemain, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de manger, ce qui était fait pour moi, en tout cas ce qui me permettrait de perdre du poids. Bon, je sais que ces discours, il y en a qui les reçoivent plutôt positivement et d'autres qui les reçoivent plutôt négativement parce qu'ils se disent: «Oui, mais chacun est différent». Je sais, on est tous différents et c'est génial. C'est heureusement qu'on est tous différents, sinon ça serait super ennuyeux, quand on se retrouve pour discuter. Mais fondamentalement, on fait quand même partie de la même espèce, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin d'eau, d'oxygène, de nutriments. Donc déjà, en ça, on ne diffère pas. Et ensuite, je connais personne qui, quand il mange beaucoup, il maigrit et quand il mange peu, il grossit. Ça n'existe pas. Alors il y en a qui essaient de vous le faire croire, c'est un peu la toute la fumisterie autour des métabolismes bloqués, d'aujourd'hui. Très souvent, lors des enquêtes, ces histoires de métabolisme bloqué, on se rend compte que les gens, ils sous-estiment les calories qu'ils consomment. Donc en fait, ils pensent qu'ils sont à 1 500 calories, ils disent, «Blablabla, je suis à 1 500 calories, depuis que j'ai remonté les calories, ça va mieux». Or, ils sous-estimaient leur total calorique, ils étaient à plus et en fait, quand ils ont eu l'impression de monter, parce qu'ils ont pris un coach ou quoi qui les a fait manger sainement et plus à leur faim, donc avec plus de légumes et tout. Ils ont eu l'impression de manger plus, parce qu'ils aient mangé plus en quantité dans l'assiette, mais pas en termes de calories. Donc c'est pas le fait d'avoir monté les calories, c'est le fait d'avoir mieux mangé qui les a débloqués. Parce que souvent, c'est des gens déjà quand quelqu'un arrive et me dit, calories, 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 je lui dis la problématique. Parce que ça, c'est une personne qui voit le monde sous l'angle de des enfin le la diététique sous l'angle des calories et que pour lui, calories de crunch, calories de chocolat noir à 95 c'est la même chose. Sauf que c'est pas la même chose. Le devenir n'est pas la même chose. Donc, problème. Donc, c'est des gens déjà qui sous-estiment ce qu'ils mangent, très souvent, en tout cas les enquêtes l'ont montré, et qui surestiment leurs dépenses caloriques. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils bougent plus que ce qu'ils ne bougent en réalité. Vous savez, c'est possible aujourd'hui d'être à 2 300 calories par jour en faisant même une séance de sport, en étant un homme de mon gabarit et de brûler que, ouais, entre 2 000 et 2 200 calories. C'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui se disent: «Mais c'est pas possible, avec la muscu et tout, on doit être au moins à 2 500-2 700». Les modes de vie sédentaires qu'on a aujourd'hui, avec tout confort, même si on a, un bureau debout comme moi, qu'on essaye de se bouger un peu, on est très loin des dépenses physiques de certaines personnes, moi, quand j'étais carrossier, par exemple, ça n'avait strictement rien à voir. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir la différence entre un métier physique et le métier que vous faites, si vous faites pas un métier physique évidemment, hein, rappelez-vous votre dernier déménagement. Rappelez-vous dans quel état d'épuisement physique vous étiez la dernière fois que vous avez fait un déménagement. Ou en moins extrême, la dernière fois que vous avez rangé entièrement votre garage et que ça vous a pris du temps, ou que vous êtes occupé de votre jardin, de tailler les haies ou autre. C'est ça un travail physique. C'est quand vous posez votre cul sur une chaise, vous dites: «Ah, ça fait du bien». Et
Là, on dépense des calories. Mais en fait, avec nous, nos petits trucs de bobo, de bureau debout, de machin, OK, c'est mieux pour la santé, c'est mieux que d'être assis. Est-ce que c'est l'idéal? Non, parce qu'il y a des gens souvent qui se fourvoient avec ça. C'est pas l'idéal d'être, sur un bureau debout, mais c'est mieux qu'être assis. Et en tout cas, donc ces gens-là, on pense que le métabolisme est bloqué. Or, c'est très, très, très rarement le cas. Alors, quand on fait de la muscu et tout, moi j'ai publié des sujets sur le métabolisme bloqué pour ceux qui font de la muscu, qui font des sèches bien poussées et qui se mettent à faire de la flotte, ils sentent qu'ils ont plus d'énergie et tout. Ouais, là en fait, c'est pas que c'est bloqué, c'est qu'il y a une stagnation, le métabolisme est pas bloqué, c'est qu'il y a une stagnation, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement métabolique, en fait un équilibre entre les entrées et les sorties quoi, en gros. Donc la personne a perdu du muscle, donc ça réduit le métabolisme, mais ça, ce sont des personnes qui font des diètes poussées sur un certain moment, un certain temps, qui sont assez extrêmes avec le sport et tout. C'est pas, je sais pas, un individu qui s'est dit: «Tiens, je fais un régime, je réduis un peu les calories, et dès que ça stagne, ça veut dire que mon métabolisme est bloqué». Non, ça veut peut-être dire que tu as un palier où il va falloir encore réduire, ou ça veut peut-être dire qu'au niveau de la diète, tu peux plus rien faire. Par contre, il va falloir commencer à faire du sport. C'est ça, en fait, et c'est problématique parce que, heu, on nous vend beaucoup, 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 au niveau marketing, cette histoire de métabolisme bloqué, quoi. En fait, quand on maigrit, on devient un organisme plus petit. C'est ça qu'il faut se dire, et il faut donc moins d'énergie pour fonctionner et se déplacer, et donc il y a une baisse hormonale, leptine, T3, qui peut ralentir légèrement la dépense, quoi. Et après environ 10 de perte de poids, la dépense peut chuter de 10 à 15. Au-delà, de ce que la seule diminution de la masse corporelle expliquerait, quoi. Mais, quand, en fait, on se trompe beaucoup, quoi. Il y a un facteur humain où on se trompe beaucoup. Comme je disais, sous-estimation des apports, surestimation de la dépense, baisse aussi du niveau d'activité, vous savez, non-activité physique, là, du NEAT, puisque, parce qu'en fait, on est plus fatigué, on a moins envie de bouger et tout, donc voilà. Et puis, les vrais blocages thyroïdiens, donc les hypothyroïdiennes, et les hypothyroïdies, pardon, thyroïdiennes, ce seraient les femmes, et tiens, hommes, cliniques non traitées, donc diagnostic biologique, TSH, T4, fatigue extrême, tout ça, ou syndrome de Cushing, déficit hormonaux sévère, maladie génétique rare et tout. Mais ça, c'est de la médecine, en fait. Ça, on n'est pas sur le domaine du régime. Donc si les gens ont vraiment des problèmes de thyroïde et tout, c'est pas avec votre coach qu'il faut les voir, hein. C'est, médecin, enfin voilà, bilan, et enfin faut prendre au sérieux ce genre de choses quand même, hein, enfin bon, bref. Et donc tout ça, le régime, dès qu'on fait 15 jours de régime avec, en réduisant de 15 ses calories, on pense qu'on a le métabolisme bloqué. J'en reviens à ça parce qu'on est tous humains, et il y en a aucun qui, en arrêtant de manger, ne perd pas de poids. Tôt ou tard, ça peut descendre, donc oui, on va abîmer son métabolisme à faire des régimes extrêmes, mais non, on peut pas le bloquer. C'est pas possible. On peut toujours faire moins, et on peut toujours, malheureusement, on peut toujours mourir de faim. Je préférais vous dire le contraire, hein. Je préférais vous dire: «Bah non, bah, là, c'est bloqué». C'est idéal, hein. On est bloqué. C'est-à-dire qu'on ne perd plus de poids, donc ça veut dire qu'on est immortel. On peut se passer de manger, on perd plus de poids. C'est parfait. Mais non, et ça ne tient pas le raisonnement, et donc du coup, voilà, quoi. Donc j'en reviens au 1er sujet. Pour stopper la bedaine de la quarantaine, finalement, si vous êtes, là, vous découvrez mon podcast, vous voulez vous lancer dans le sport et tout, sachez que déjà rien qu'en faisant un peu de jeûne intermittent intelligent, pas le jeûne intermittent du matin, un peu de muscu, juste 2 séances de muscu par semaine, pas plus, et de dormir 7 heures par nuit, déjà, ça vous permet d'éviter 2 kilos par an. C'est 2 kilos par an qui sont pris et qui font pousser le ventre à la quarantaine, quoi. Donc c'est bien. Donc si vous en faites plus, c'est mieux, mais déjà ça, c'est le minimum syndical, quoi. Donc même en période de tempête, de tout ça, essayez de maintenir au moins vos 2 séances de muscu, quoi. Après, si vous êtes passionné comme moi, 2 séances de muscu, faut vous payer pour en faire que 2, quoi. Mais bon, il y a des gens pour qui 2 c'est déjà chiant, quoi. Donc il faut les rassurer en leur disant que 2 ça peut déjà aider à pas prendre 2 kilos par an.
Bon, sujet suivant, j'ai pris beaucoup trop de temps sur le premier, mais ça je m'énerve quand je fais ça et je dois vous énerver aussi, des fois je prends trop de temps. Bon bref, trop d'écran, trop assis, le cocktail qui sabote le sommeil des sportifs. Alors les titres à chaque fois qui sabotent, ça fait toujours rire, on se croirait dans la guerre froide. Bon, une enquête nationale chinoise parue le 10 juin dans Frontières in Neurologie révèle que dépasser 8 heures assises depuis réduit de 25 la durée de sommeil. Et surtout de sommeil réparateur et augmente de 30 le risque de blessure, donc pendant l'entraînement. Les auteurs préconisent des pauses actives toutes les 30 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dépasser 8 heures assises réduit de 25 la durée de sommeil réparateur et augmente de 30 le risque de blessure. Donc en gros, heu, alors je sais pas, on en revient toujours au travail debout, travail assis, mais moi il y a pas de solution miracle, sauf des petits efforts quotidiens, tout le temps, permanents. C'est-à-dire que d'avoir un travail debout, c'est le luxe c'est le luxe d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se fourvoient et qui se disent, «Oh là là, les pauvres, ceux qui sont en train de tondre la pelouse ou de montrer des murs ou de peindre, je sais pas, une bagnole ou» mais en fait, eux, ils ont un métier qui va certainement leur sauver la vie bien plus longtemps que nous. Alors vous allez dire: «Mais non, parce que les travails physiques avant, c'était, ils mouraient plus jeunes et tout». Non, non. Travail physique additionné à la médecine moderne, je pense que c'est mieux que travail sédentaire et médecine moderne. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, les pathologies ne sont pas les mêmes. Si vous avez un travail physique, vous terminerez peut-être votre carrière avec, une hernie discale, ce qui est chiant, hein, j'entends. Mais, certainement, probablement pas de problème de diabète ou si vous avez vraiment un métier bien physique, hein, ou de cholestérol ou autre. Alors peut-être que si, mais vous avez moins de chances que celui qui a le cul vissé sur une chaise toute la journée, qui fait, lit, voiture, chaise de bureau, chaise de cantine, chaise de bureau, voiture, canapé, lit. Bah, alors lui, s'il échappe à la maladie métabolique, franchement, faut qu'il se reproduise parce qu'il a des gènes de fou. Mais parce que non, mais sans déconner, le mode de vie moderne, hem, le sport, l'activité physique et tout, ça deviendra, en tout cas pour chacun, ça devient un devoir. C'est-à-dire que moi, je veux pas forcer les gens à faire du sport, ils font ce qu'ils veulent, hein, chacun est libre. Mais en tant que, physiologiquement parlant, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire circuler, notamment par exemple, vous savez la lymphe, donc ce liquide un peu translucide là, quand vous vous écorchez le genou qui sort là. Ben ça, il y a pas de pompe. C'est-à-dire, c'est pas comme le sang avec le cœur qui est pompé, il y a pas de pompe naturelle. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas, si vous n'activez pas vos muscles, cette lymphe ne bouge pas. Or, dans cette lymphe, il y a des choses à évacuer, il y a des déchets, il y a des toxines, et ce sont des fluides à faire bouger dans le corps. Et c'est le mouvement. Donc, je vous donne juste cet exemple-là, simple, mais il y en a des tas d'autres. Et l'activité physique ou le mouvement, quand je dis que c'est pas, quelque chose, une suggestion, c'est au niveau physiologique, au niveau du corps, c'est un devoir. Après au niveau de l'individu, c'est un droit, il en fait ce qu'il veut, quoi. Tu as le droit d'en faire ou pas d'en faire. Mais physiologiquement parlant, le corps en a besoin. Et on voit à quel point le travail assis, 25 en moins de sommeil réparateur. Ça veut pas dire 25 de sommeil en moins. Ça veut dire 25 en moins de sommeil réparateur, donc très certainement de sommeil profond, quoi. Et qui augmente de 30 le risque de blessure pendant l'entraînement. Alors ça, c'est intéressant parce que, moi, vous savez, j'alterne assis, debout et puis je fais même des swings avec kettlebell, pendant ma journée de travail et tout, pour essayer des fois pendant 10 secondes là, hop, je fais un peu de mouvement comme ça pour mettre de l'activité parce que je sais que ce qui compte le plus, c'est d'en avoir tout le temps, un petit peu tout le temps. Même des micro-activités, mais un petit peu tout le temps. Ce sera d'ailleurs le sujet fin de semaine, sur les micro-activités physiques, donc pour le club VIP. Eh bien, oui, je disais, j'en étais où? Ah oui, que quand je suis assis à mon bureau, ça m'arrive, en fin de journée, des fois, je m'assieds un peu, et ben, je me rends compte que si je bâcle mon échauffement en suivant le travail assis, je sens que ça peut mal se passer.
le fait d'avoir été assis, au niveau du bas du dos, pourtant j'ai une chaise, ergonomique, hein, mais puis ergonomique, pas comme on l'entend avec juste le coussin dans le dos. Moi, j'ai même pas de dossier à ma chaise, hein, c'est un truc, avec plusieurs points d'appui, enfin bon et heu et je sens que ça se passe mal. Alors que quand je suis debout, je sens que je suis prêt, quoi. Quand je suis debout, là, par exemple, je vous parle, je suis debout, quand j'enregistre le podcast, je sens que si je dois taper, une petite accélération, courir, je suis prêt. Alors que quand je suis assis, je m'amuserais pas à le faire. Il y aurait un ischio qui resterait sur la chaise, quoi et c'est pour ça que on voit bien que le travail assis alors on est tous très embêtés avec ça, hein, au niveau politique, au niveau, de tout parce que le travail de bureau, le travail de cadre, d'avoir son petit bureau, sa chaise de bureau, tout ça, il y a tout un écosystème qui s'est monté autour de ça. C'est même devenu un objectif de vie pour beaucoup de personnes et je me mets dans le lot, hein. Moi, quand j'avais un travail physique par le passé, donc je vais faire un peu l'inventaire des travails que j'ai pu faire, mais j'ai travaillé, dans un magasin de matériaux pour le bâtiment, donc ça, c'était mon tout 1er travail. Donc de charger des cairons dans des remorques, alors pour le particulier, hein, des barres de fer, enfin bon, pour tout ce qu'il y a sur les chantiers, hein, pour faire du construire, bricoler et tout. Donc moi, j'étais sur le parquet extérieur et intérieur, donc je faisais les 2. Un peu comme vous verrez, vous savez le côté quand vous allez à Leroy Merlin, là, il y a toujours un truc à l'extérieur où vous pouvez charger les poutres en bois et tout. Ben ça, sauf que moi, c'était un truc familial, donc il y avait beaucoup de manutention, c'était pas le client qui se servait tout seul, quoi. C'était le bonhomme sur le parc qui était moi et un collègue, Eric, que je salue, qui ont chargé ça, quoi. Donc ça, c'était mon tout 1er travail pendant pas longtemps puisque j'étais encore, adolescent. Donc c'est la première fois que j'ai bossé, c'était ça, première expérience professionnelle. 2e, ça a été la carrosserie. Donc carrosserie, pareil, au début, on a l'image: «Cool, je vais pouvoir repeindre mon scooter, ma mobylette», et puis quand on doit se taper un capot ou une aile à poncer à la main, parce que le patron, il est un peu à l'ancienne, ou que toutes les ponceuses, elles sont prises et que nous, on doit faire ça à la main, on se dit: «Attends, là, on c'est physique quand même» et je vous garantis que poncer, enfin, le métier de carrossier, c'est pas comme le métier de la mécanique, hein. La mécanique, c'est physique, mais carrosserie, faut aimer, hein. Personnellement, aujourd'hui, je préfère la mécanique. Il y a un côté enquête et tout que je préfère. La carrosserie, c'est très difficile et très physique, même avec les outils d'aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Ah oui, j'ai travaillé dans le transport, poids lourd, mais sur les quais. Donc je chargeais, déchargeais les containers qui venaient de Chine et ceux qui connaissent un peu ce métier savent que des containers qui arrivent de Chine, souvent ils sont optimisés au millimètre près, donc il y a pas de palette. Donc c'est-à-dire que c'est carton à sortir à la main et des cartons parfois très lourds et bien optimisés, donc très compacts. Je peux vous garantir que vous terminez la journée, celui qui vous dit: «Oh, j'ai fait un marathon et tout», vous rigolez en fait. Alors certes, quand tu as couru, c'est bien, tu as fait tes 42 kilomètres, mais là, quand tu as porté, tu as vidé des containers entiers, moi je me souviens de vaisselle, de cartons de 5-10 kilos, mais multiplié par c'était des centaines qu'il fallait vider et tout à la main, hein. Et puis c'était pas genre on les sortait du container, on les posait sur le quai, c'est on les prenait, on les amenait jusqu'à un endroit, il fallait faire plusieurs pas, donc c'était un peu, genre de la marche du fermier, quoi. Et là, je vous garantis que tu plombes du calorie. Là, tu plombes du calorie parce que c'est physique, hein. C'est pas les jambes c'est tout qui travaille. Donc forcément, heu, quand on a fait ces métiers-là, moi personnellement, beh, je percevais les gens qui étaient dans les bureaux, hein, quand j'étais en train de vider les containers et que je voyais les gens de l'exploitation qui regardaient, je me disais: «Quand même, ils ont la planque. Quand même, c'est génial ce qu'ils font. Eux, ils sont assis peinards». Donc c'est devenu un objectif de vie et pour beaucoup de ceux de ma génération, c'était un objectif de vie. De réussir à avoir une place entre guillemets «au sommet», quoi, une place, dans le bureau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire au chaud pendant l'hiver et au frais pendant l'été. Mais ça a été un objectif, mais on a complètement oublié le côté santé, le côté ramollo en fait, du métier assis de bureau. Et même quand vous regardez les séries, regardez Mad Men, regardez, toutes les séries comme ça qui sont un peu, l'émission Sweet, Avocat sur mesure, tous ces trucs où il y a un peu le métier qui est mis en avant, c'est toujours des métiers sédentaires. C'est rarement le métier du bûcheron ou bon ça reviendra, hein, je pense. Mais
on nous a vendu ça comme, l'idéal. Donc c'est philosophiquement, on pense tous que on a du mal en fait à se dire pour beaucoup de personnes, le métier physique, c'est un métier, qui n'est pas un métier intellectuel, c'est pas un métier d'intelligence en fait. C'est un métier de manuel. Donc d'un côté, il y a l'intelligence et l'intellectuel et de l'autre côté, il y a le manuel et le physique, quoi. Et puis souvent l'intellectuel, dira que, celui qui est que dans le physique, il a rien compris, quoi. Il est pas intéressant, ils se remettent jamais en question d'ailleurs sur eux, le fait de bouger leur corps, hein. Mais bon bref, on peut faire les 2, hein. On peut être, très intelligent et je pense que celui aujourd'hui qui est très intelligent choisit un métier physique. Parce qu'il a compris que le monde moderne est tellement confortable et que ça va pas s'arrêter, que de décompenser ça avec un peu d'activité physique, involontaire par le travail quoi, c'est bien, c'est intéressant. Bon, bah, moi je trouve ça intéressant d'en parler, de ça, mais 30 de risque de blessure en plus et 25 de sommeil réparateur en moins quand vous travaillez 8 heures assis par jour, bah, c'est pas un chiffre, à prendre à la légère et surtout ça donne, des rai moi j'aime bien trouver des raisons de se lever en fait. Parce que quand, on dit aux gens: «Faut c'est mieux de marcher que d'être assis», beh, ils savent pas pourquoi. C'est bien, ça veut dire quoi? Bien, mal, bon, ils se disent tout c'est subjectif et tout. Mais quand vous donnez des chiffres et du concret, bah, peut-être que les gens qui dorment mal ou qui ont du mal à récupérer, ils vont se dire: «OK». Et ce qui est paradoxal, hein, pourquoi j'ai moins de sommeil réparateur? Parce que je suis plus assis. Je devrais en fait être en meilleure forme puisque je suis plus assis, donc je récupère mieux. Et non, parce qu'en fait, quand, vous n'êtes pas assez fatigué, il n'y a pas assez de pression du sommeil. La pression du sommeil, c'est quoi? La pression du sommeil, en fait, c'est comme une cocotte minute qui monte sous pression au fur et à mesure de la journée et quand arrive la nuit pour dormir, vous enlevez le bouchon et la pression se vide. Donc c'est parfait. Sauf que quand vous n'avez pas un travail qui est une vie quotidienne, une vie diurne, qui n'est pas assez stimulante au niveau physique et psychique, puisqu'il faut les 2. Vous avez une petite pression du sommeil. C'est comme si vous avez travaillé toute la journée à feu doux, donc il y a pas suffisamment de pression et donc en fin de journée, bah, aucune raison de dormir profondément parce qu'il y a pas une forte demande et prenez des exemples où vous avez fait des nuits, vraiment, lourdes. Vous savez, des nuits où vous fermez les yeux, vous vous réveillez. Entre le moment où vous fermez les yeux et le moment où vous vous réveillez, vous avez l'impression qu'il s'est passé un claquement de doigts. Aucun réveil nocturne, pas chaud, pas froid, rien. Ça a été parfait. Ça, c'est souvent des nuits qui arrivent après des grosses journées. Souvent, on a été physiquement et émotionnellement et que le stress a été haut, que la journée a été physiquement active, le stress a été haut, mais que le stress a trouvé une réponse. Par exemple, vous avez été stressé d'une réunion, mais la réunion est passée, elle est derrière vous. Et physiquement, je sais pas, vous avez fait un déménagement, mais c'est bon, vous avez rendu le camion et tout, donc le stress est derrière vous. Et ben là, vous dormez bien. Vous dormez bien parce que vous avez à la fois été stressé psychologiquement et le stress a pu se dissiper parce que ou la solution ou l'événement est passé et physiquement parce que vous avez bougé votre corps. Alors là, la pression du sommeil, elle est maximale. Vous arrivez le soir au top et aussi, s'ajoute à ça, vous êtes levé tôt le matin, vous avez mangé, plutôt des choses cohérentes par rapport à vos besoins et vous n'avez pas fait de sieste. Alors là, votre sommeil, il est dans un lance-pierre, hein et il attend qu'une chose, c'est de desserrer les doigts, quoi. Donc c'est ça la pression du sommeil, en gros, pour vous schématiser, quoi. Bon, la créatine, une vieille star qui revient en force. Donc on réentend parler beaucoup de la créatine et promis, je vous refais un sujet très rapidement dessus avec beaucoup plus d'arguments, de nouveautés et tout parce que, je sais que ce sont des sujets qui intéressent en ce moment et que la créatine, en fait, elle revient, elle revient, elle revient, mais parce qu'elle fonctionne, tout simplement. Il y a beaucoup de points positifs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est autre chose. Des chercheurs américains publient le 10 juin dans Journal of Dietary Supplements une méta-analyse de 50 essais contrôlés
La créatine n'est pas seulement un booster de force, elle soutient aussi la mémoire chez les plus de 60 ans et réduit la perte de masse maigre après 12 semaines d'entraînement. Les auteurs insistent sur la sécurité du supplément, même à long terme, et proposent de l'intégrer au programme de recomposition corporelle. Donc allez lire si vous voulez, si vous ne me croyez pas ou quoi, mais ça y est, la créatine, c'est fini, il faut arrêter de lui tirer dans les pattes. Donc en gros, si demain vous allez voir un professionnel de santé qui vous dit: «La créatine, danger! Attention!» heu, c'est triste, mais il n'est pas compétent précisément dans le domaine de la créatine et de la musculation pour vous. Ça n'enlève pas qu'il est compétent si vous avez une pathologie, mais précisément sur ce sujet, essayez plutôt de consulter un médecin du sport ou un professionnel du sport, en tout cas, qui connaît ce sujet-là. Parce que la recherche avance relativement vite. Bon, la créatine, ça date pas d'aujourd'hui. Et qu'on sait qu'elle n'est pas dangereuse comme on l'entend, voilà. Mais dites créatine à quelqu'un, en France, parlez de créatine à quelqu'un qui ne pratique pas la musculation, dans sa tête, il y a une hiérarchie. Il y a les protéines déjà, de prendre de la prot, c'est prot? Non, c'est pas possible. Prot, tu te dopes. Et donc déjà, ça c'est. Et créatine, alors là, t'es sur Mars, là, c'est encore pire. Créatine, c'est. Ça leur. Pour eux, c'est en seringue, c'est je sais pas quoi. Bon, la réalité, c'est que de la créatine, ça se trouve, le gars, il a les yeux globuleux en te disant créatine, en train de s'avaler une bouchée de steak haché. Tu lui dis: «Mais là, t'es en train d'avaler de la créatine et t'as pas pourtant bon, ça va être désagréable» et donc ça, moi, je trouve ça positif, mais j'attends de voir si ce message va passer. Parce que souvent, on entend dès qu'il y a des trucs un peu alarmistes, ça diffuse bien, ça y va large, dès qu'il s'agit de dire, la viande rouge, le soja, dès que c'est alarmiste, on y va. Mais alors là, de dire aux gens: «La créatine, c'est plutôt cool», enfin plutôt cool, c'est pas que c'est plutôt cool, c'est mémoire et plus de mémoire, plus de muscles. Mais ça devrait être chanté sur toutes les radios, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà est-ce qu'on se trompe à vouloir priver les gens de viande? Non, mais là, il y a une vraie question par rapport à la viande quand même, parce que moi je trouve on n'arrive pas à s'entendre sur ces sujets. Parce qu'en fait, on a plusieurs guerres en même temps. On a la guerre de ceux qui disent qu'on mange trop de graisses saturées, donc ils disent de pas manger de viande. On a la guerre de ceux qui disent que, la viande, et particulièrement la viande rouge, poserait des problèmes au niveau du cancer colorectal. Sauf qu'ils oublient de dire que c'est la viande rouge transformée et les charcuteries, mais pas la viande rouge de très bonne qualité, maigre. Hem, il y a aussi ceux qui se mettent en guerre, qui sont les végans, végétariens et tout. Il y a aussi ceux qui se mettent en guerre, qui sont, ceux pour le climat, pour l'écologie. Donc du coup, on n'arrive pas à trouver des réponses fiables. Et puis il y a ceux qui se mettent en guerre, qui défendent la viande parce que, justement ça apporte de la créatine, ça apporte des protéines, et puis voilà quoi. Donc comment on fait en fait? Parce que chacun a ses propres, en fait, il y a pas un tronc commun. Enfin si, il y a un tronc commun, c'est la viande. Mais il y a pas un objectif commun. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas la santé pour tout le monde. Pour certains, c'est le bien-être animal, pour d'autres, c'est l'écologie, et pour d'autres, c'est la santé. Et sous l'angle de la santé, certains, ça va être pour les acides gras saturés, d'autres, ça va être pour la santé intestinale, etc. Et donc, du coup, on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à se comprendre. C'est pour ça que la viande, elle pose beaucoup de problèmes et qu'elle détourne beaucoup les yeux, même si aujourd'hui, je pense qu'elle va regagner un peu en popularité, mais enfin, logiquement, mais il y a quand même des problématiques par rapport à ça. Et c'est vrai que, alors les gens disent: «Oui, mais on mange trop de viande, c'est pas bon pour la planète et tout». Moi, je suis d'accord avec ça, il y a pas de problème, sauf que on devrait manger, en fait, dans la bestiole, on devrait en manger plus de la bestiole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils mangent de la viande, c'est de la bavette, c'est du steak, enfin, je sais pas, c'est des escalopes de poulet, des choses comme ça. Mais assez peu mangent les organes et des parties qu'on mangeait avant et qu'on mange plus aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourrait déjà gagner à se remettre à manger aussi de ça, quoi.
Alors ça, c'est l'approche, vous allez me dire, c'est l'approche carnivore et tout. Mais on n'est pas obligé de tomber dans le carnivorisme, 100 pour se mettre à manger, des les viscères, les trucs, enfin, souvent en plus, alors peut-être que maintenant c'est redevenu cher, mais il y a eu une période où c'était pas cher, quoi. On demandait ça au boucher, personne n'en voulait, puis vous les tripes et tout, plus personne n'en voulait. Moi, j'ai été marqué au fer rouge avec les tripes, hein, ma grand-mère italienne, enfin mon arrière-grand-mère italienne, quand elle en faisait, ça avait une odeur dans la pièce et j'avais l'impression que, je sais pas, qu'il y avait une épidémie de gastro, quoi. Et pourtant, après à manger, c'était bon, mais ça m'avait marqué, quoi. Ça m'avait marqué et bah, tout ça pour dire que cette fameuse créatine, c'est quand même plus facile de l'obtenir dans la viande qu'ailleurs et ça veut juste dire que déjà assez il y a quasiment plus de contre-indications, là, si vous lisez l'étude et même d'ailleurs par rapport aux gens qui ont des problèmes de reins et tout, alors il faut pas faire n'importe quoi évidemment, il faut en parler aux médecins et tout, mais il y aurait visiblement pas d'énormes problèmes, en tout cas, dans des doses, accepta pas des doses à 20 grammes par jour en mode muscu, charge et tout, hein. Mais les doses raisonnables, les petites, toutes petites doses, visiblement ça aurait pas de problème. Mais bon, encore une fois, ça se décide pas en écoutant un podcast, ça se décide en parlant avec un médecin si vous avez des problèmes de santé. Donc voilà, donc non mais moi j'en parle pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté la viande et qui ont arrêté de fait également ou qui sont devenus véganes, je sais pas comment on dit, et qui sont devenus de fait, avec enfin qui ont des diètes, pauvres en créatine, pauvres en B12 et pauvres en oméga 3 d'origine marine. Donc vous faites bien ce que vous voulez et respect à vous puisque vous avez une approche diététique que je ne suis pas capable d'avoir, je n'ai pas le courage d'avoir, je n'ai pas la volonté d'avoir. Mais par contre, sachez une chose, c'est que les oméga 3 d'origine végétale hors celles des algues qui contiennent un peu d'oméga 3 marins intéressants, le PADHA, sinon, il faut souvent se supplémenter, hein. Créatine, B12, oméga 3, EPA, DHA. Donc, juste sachez-le. Parce que le but, c'est pas de. Si vous faites un geste pour l'écologie et puis ou pour la cause animale, mais que d'un autre côté, ce geste-là, vous pourrez pas le faire longtemps parce que vous allez trépasser plus vite, c'est pas le but, quoi. C'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir quand même vous maintenir vous aussi en bonne forme tout simplement pour vivre, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui Oui, alors pour retourner sur. Alors d'ailleurs, genre, tous ceux qui mangent plein de glucides, féculents, bref, tout ça, surtout à base de blé et tout, allez voir le cours que j'ai fait, vitamine B1, pourquoi tu crèves de faim même en mangeant sainement. Je vous mets le lien. Vous allez apprendre pas mal de choses et honnêtement, c'est un peu déstabilisant, mais quand vous allez comprendre, honnêtement, ça fait vraiment un bon outil pour la perte de graisse. Au niveau appétit et régulation, énergétique et tout, ça fait vraiment un plus, quoi. Donc allez voir, le lien est dans les notes du podcast. Ça s'appelle Vitamine B1, pourquoi tu crèves de faim même en mangeant sainement. Alors les petits malins qui veulent se dire: «Tiens, je vais prendre de la vitamine B1 parce qu'il doit dire d'en prendre», c'est pas du tout le cas. Donc je vous arrête tout de suite, c'est pas le cas. Donc voilà, donc allez voir, le sommaire si ça vous intéresse, si vous êtes concerné par la perte de graisse, en tout cas la difficulté à perdre parce que justement votre appétit vous empêche de faire une diète convenablement, et ben, c'est certainement pour vous. Voilà, je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.